Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 24 juin 2026 et notre cher ami, notre frère Matthew Ho est avec nous aujourd'hui. Bienvenue à nouveau, Matt. Salut, Nima, content de te voir. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous, Matt. Commençons par l'article que tu as publié sur ta page Substack. Je veux le montrer ici parce que je pense qu'il est vraiment important. Voilà, je l'ai sous les yeux. Tu y écris que 80% des Américains veulent que la guerre se termine, pas simplement un cessez-le-feu. Tu évoques le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, si c'est bien de ça qu'il s'agit. Et tu dis que le mieux que le Congrès puisse faire, c'est adopter un geste symbolique, sans effet contraignant. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Matt? Quelle est ton interprétation? Je sais que tu parles de la guerre et de la façon dont le Congrès a essayé d'une certaine manière de mettre des obstacles pour empêcher Donald Trump de repartir en guerre. Tu dis que c'est un geste non contraignant, purement symbolique de leur part. Quelle est ta lecture de tout ça? Eh bien, donc les deux, vous savez. Et merci de m'avoir à nouveau invité, Nima. La Chambre des représentants et le Sénat américain ont maintenant tous deux adopté des résolutions sur les pouvoirs de guerre, presque toutes avec le soutien du Parti démocrate, même si quelques républicains ont franchi la ligne pour les appuyer. La résolution sur les pouvoirs de guerre a été adoptée par le Congrès en 1973, après la guerre du Vietnam. Elle est censée limiter la capacité du président à mener une guerre. En réalité, elle n'a jamais été utilisée avec succès. Elle n'a même été adoptée qu'une seule fois, en 2019, quand le Congrès américain a voté une résolution sur les pouvoirs de guerre pour tenter de freiner le rôle des États-Unis au Yémen. Donald Trump y a opposé son veto, et cela a marqué la fin de cette résolution. La résolution sur les pouvoirs de guerre peut suivre deux chemins. Le premier, c'est ce qu'on appelle une résolution conjointe. C'est ce qu'on a vu en 2019. Ce texte, en fait, cette résolution, est envoyé à la Maison-Blanche pour que le président la signe et qu'elle devienne loi. Évidemment, beaucoup se demandent, si le président est contre, pourquoi la signerait-il? Et c'est bien là tout le problème. Dans ce cas, une résolution sur les pouvoirs de guerre, adoptée sous forme de résolution conjointe, nécessiterait une majorité suffisante pour passer outre un veto présidentiel, ce qui est très peu probable. L'autre option, c'est ce qu'on appelle une résolution concurrente. Celle-ci ne va pas au président pour signature, elle est simplement adoptée par le Congrès. Donc, c'est inconstitutionnel en tant que loi. Même si le Congrès, en 1973, a dit qu'une résolution concurrente devait être respectée par le président, à ma connaissance, il n'existe aucune décision de justice qui le confirme. Les résolutions concurrentes ne concernent que les affaires internes du Congrès. C'est ce que le Congrès utilise pour fixer son calendrier ou pour exprimer sa position sur un sujet. En gros, pour publier une déclaration, une résolution. On n'a donc jamais vu une résolution concurrente adoptée dans le cadre des pouvoirs de guerre, dans la loi sur les pouvoirs de guerre. Il n'y a aucun précédent, aucune décision de tribunal qui dise que oui, le président doit s'y conformer. En réalité, c'est même l'inverse. On sait très bien que les résolutions concurrentes n'ont aucun effet sur le pouvoir exécutif. Et puis, il y a un autre aspect. Il n'existe aucun mécanisme d'application. Que va-t-il se passer? Le président va simplement l'ignorer. Peut-être qu'il y répondra, mais très probablement pas. Alors, que fait-on dans ce cas? Comment le Congrès peut-il faire respecter ça? Vous voyez, c'est pour ça que la loi sur les pouvoirs de guerre a toujours été purement symbolique. Ça a toujours été un geste, jamais un outil réel pour empêcher les États-Unis d'entrer en guerre, pour les en retirer, ou pour limiter la capacité du président américain à mener des opérations militaires. Donc oui, ici encore, c'est un geste purement performatif.
Et je pense que ça a toujours été le but. Rien de plus. Ce n'était pas censé affirmer les pouvoirs du Congrès, ni dire « Eh non, la Constitution dit que c'est le Congrès qui déclare la guerre ». C'est un pouvoir que la Constitution donne au Congrès, pas au président. Donc vous voyez, pour moi, ça a toujours été une façon pour le Congrès de se couvrir, de montrer qu'il est contre la guerre, sans vraiment se salir les mains, sans que ça devienne compliqué, ni que le Congrès lui-même se dresse face à l'exécutif. Et c'est exactement ce qu'on va voir ici. Et puis, il y a aussi le fait que je crois beaucoup de gens trouvent ça agaçant. Ils adoptent ce genre de texte une fois la guerre terminée. En gros, c'est du passé. Je veux dire, je pense que c'est pour ça que le Congrès est l'institution la moins respectée aux États-Unis. Parce qu'ils font ce genre de choses, puis ils se frappent la poitrine, ils s'en vantent, et ensuite ils vont sur MSNBC pour s'en féliciter. Non? Et au fond, tout ça, c'est du spectacle. C'est vide, ça ne veut rien dire. En même temps, il y a juste quelques jours, on a vu le Pentagone dire « Eh bien, on va avoir besoin de 80 milliards de dollars pour couvrir cette guerre, pour payer ce qu'on vient de dépenser à poursuivre cette guerre perdue, cet échec. » Et là, la question c'est, est-ce que le Congrès va vraiment respecter sa propre résolution sur les pouvoirs de guerre? Est-ce qu'ils vont vraiment tenir compte du fait qu'ils ont eux-mêmes déclaré que cette guerre n'était pas autorisée, qu'elle était illégale, anticonstitutionnelle et en plus imprudente et contre-productive? Est-ce qu'ils vont rester cohérents et refuser de la financer? Ou est-ce qu'ils vont quand même la payer? Et je pense qu'on connaît tous la réponse. Même les démocrates qui se présentent comme ceux qui s'opposent à Donald Trump, comme ceux qui s'opposent à une guerre injuste, illégale et anticonstitutionnelle. Eh bien, quand le moment vient, regardez-les voter pour la guerre. Voilà. C'est ça, la réalité de Washington. C'est ça la réalité du parti d'opposition à Washington. Mais plus important encore, c'est aussi la réalité du gouvernement américain. Le Congrès n'a pratiquement aucun moyen de contrôler le pouvoir de l'exécutif, surtout quand il s'agit de questions de guerre et de paix. Le seul levier dont il dispose, la seule carte qu'il a en main, comme aime le dire le président, c'est le financement. Et on n'a jamais vu le Congrès montrer une réelle volonté d'utiliser ce pouvoir-là, le pouvoir de la bourse, pour freiner l'exécutif. Certains évoquent le Vietnam et la suppression des fonds pour le gouvernement vietnamien en 1975. Oui, mais les troupes américaines étaient parties 2 ans plus tôt. On n'a jamais vu, par exemple pendant les guerres d'Irak ou d'Afghanistan, le Congrès des États-Unis chercher à limiter ou à retirer les financements pour mettre fin à ces guerres. Tout simplement non. Et je pense que la guerre d'Irak illustre bien ce point. En 2006, on a vu le Parti démocrate prendre le pouvoir au Congrès. Et à l'époque, les démocrates voulaient que la guerre continue, parce qu'ils pensaient que si elle durait encore en 2008, ce serait meilleur pour leur chance électorale, pour conquérir la Maison-Blanche. Eh bien, je peux vous dire que c'est exactement la même chose avec le Parti démocrate d'aujourd'hui, en 2024. L'idée, c'est qu'ils veulent que la guerre se poursuive, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir en tirer un avantage politique. Et si la guerre ne continue pas, on en a déjà parlé, alors ce que vous verrez, c'est le Parti démocrate, pas les démocrates qui viennent de gagner à New York. Non, mais bien le Parti démocrate lui-même, le DNC, le DSCC, le DCCC, toutes les structures du parti, les démocrates de l'establishment, les Hakeem Jeffries, les Chuck Schumer, les Nancy Pelosi, les Steve Scalise. On va les voir s'opposer à un accord de paix que Donald Trump aurait conclu avec l'Iran. Ce protocole d'accord, si jamais il se transforme en un véritable accord final. On verra les démocrates s'y opposer parce qu'ils pensent qu'ils peuvent en tirer un avantage politique en rejetant l'accord du président. Ils auront le soutien du lobby israélien.
Leur espoir, c'est que, lors des élections de mi-mandat en novembre, les candidats de Trump, les partisans de l'America First, perdent le soutien financier du lobby israélien ou qu'ils ne les appuient pas, voire qu'ils les attaquent, tout en soutenant des démocrates pro-israéliens. C'est comme ça que le Parti démocrate veut jouer cette carte. Soit la guerre continue et elle est désastreuse, soit ils bloquent, ils se battent et ils essayent d'en tirer un bénéfice politique en s'alignant sur le lobby israélien pour empêcher tout type d'accord. Matt, what do you make of the situation in Lebanon? Matt, qu'est-ce que tu penses de la situation au Liban? On a J.D. Vance qui en parle et qui dit qu'il y aurait un nouveau mécanisme entre l'Iran et les États-Unis pour gérer le dossier libanais. En gros, il explique que l'Iran contrôlerait le Hezbollah et que nous, on contrôlerait Israël, ou quelque chose dans ce genre-là. Il ne l'a pas dit mot pour mot, mais c'est un peu l'idée, le sens de ce qu'il a voulu dire. Et puis, on voit le président du Liban qui déclare qu'il n'y aura pas de paix tant qu'Israël ne se sera pas complètement retiré du sud du pays. On sait bien que cet homme-là n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir et qu'il parle en gros comme Washington lui demande de parler ou quelque chose d'approchant. Alors, toi, comment tu comprends la situation dans le sud du Liban? What is your understanding of the situation in southern part of Lebanon? Oui, je ne m'attendais pas du tout à ça de la part du président Aoun. Vous savez, je ne suis clairement pas un expert du Liban, donc certains diront peut-être « Non, il a déjà tenu ce genre de propos ». Mais je ne crois pas. D'après ce que je comprenais de lui, comme tu l'as expliqué, Nima, c'était quelqu'un qui allait suivre la ligne des Américains et des Israéliens, parce que c'était pour lui le meilleur moyen de garder le pouvoir. Mais évidemment, le Liban est absolument central ici. C'est le front actif de cette guerre. Et c'est là que l'héritage de Donald Trump risque de s'effondrer. Si la guerre reprend, je pense que Donald Trump veut que ce conflit fasse partie de son héritage. Et il passera les 2 ans et demi à venir à protéger cet accord, ce deal, ce protocole d'entente, cette paix, peu importe comment on veut l'appeler. Et ça veut dire qu'il faut réussir à maîtriser les Israéliens. Mais pour les Iraniens aussi, il faut qu'ils, enfin bien sûr, ils vont parler de vouloir une victoire au Liban, à leurs conditions, n'est-ce pas? L'expulsion de l'occupation israélienne. Mais ils doivent aussi être, disons, assez lucides pour comprendre les limites de leur influence dans cette situation. Et donc, je pense que ce qu'on va voir, c'est, enfin, l'autre chose aussi, c'est que pour les Iraniens, Nima, écoute, ce ne sont pas seulement une puissance régionale, c'est une puissance mondiale. Ils l'ont prouvé. Et quand on est une puissance mondiale, il faut être capable d'exercer son influence ailleurs. Vous savez, dans la région bien sûr, mais pas seulement. Pour les Iraniens, je pense que ce n'est pas suffisant de simplement montrer qu'ils ont su défendre leur souveraineté, qu'ils ont réussi à dissuader des attaques contre leur pays, ou qu'ils ont gagné une guerre à leurs frontières. Il faut aussi jouer un rôle plus lointain, avoir une présence dans un autre pays. C'est comme ça qu'on prouve qu'on est une puissance régionale, qu'on est une puissance mondiale. Il faut avoir ce type de rôle. Et avec ce rôle, vient forcément l'idée de faire des choix et parfois de faire des concessions. Donc, je pense que la concession au Liban ressemblera à... Enfin, qu'on ne se méprenne pas. C'est pas ce que je souhaite voir. Mais je pense que oui, la concession ressemblera à ce que le Liban était avant mars 2026. Ce cessez-le-feu forcé qui a duré de novembre 2024 jusqu'à mars 2026, deviendra en quelque sorte le statu quo. Israël se retirera en grande partie de certaines zones du Liban. Et on voit déjà que les Israéliens parlent de zones de sécurité, de zones tampons. On parle aussi de zones pilotes. Et l'armée libanaise va venir remplacer l'armée israélienne. Je pense que c'est ça qu'on va voir. Et donc, on va probablement voir les Israéliens abandonner leur position au sol dans le sud du Liban.
a un coût politique énorme, avec beaucoup d'angoisse, beaucoup d'hystérie à l'intérieur d'Israël. Mais en échange, ils obtiendraient la possibilité de mener une sorte d'occupation à distance, par le feu, si on peut dire. Contrôler le sud du Liban grâce aux drones, à la surveillance, aux avions pilotés et tout ce qui va avec. Autrement dit, même s'il n'y a plus de troupes israéliennes sur place, le sud du Liban deviendrait, d'une certaine manière, une zone de tir libre pour l'armée israélienne. Malheureusement, je pense que c'est comme ça que les différentes parties vont présenter la situation. Comme une victoire pour tout le monde. Ce sont les concessions que chacun fera pour que l'accord puisse aboutir. Et à mon avis, c'est exactement ce que Donald Trump et la Maison-Blanche vont essayer d'imposer aux Israéliens. Peut-être que pour eux, la compensation, c'est de se dire « Très bien, vous pourrez continuer à faire ce que vous voulez en Palestine, avec notre soutien. » D'accord. Donc en gros, on échange une occupation au Liban contre la liberté de faire ce qu'on veut avec son occupation, son nettoyage ethnique, son génocide à Gaza, son annexion de la Cisjordanie. Je pense que c'est le compromis qui pourrait se produire. Mais évidemment, c'est pas joli à voir. C'est même très laid. Pourtant, c'est là-dessus que repose ce protocole d'accord, et c'est de ça que dépend sa réussite. Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas ce que je souhaite voir. Mais je pense que c'est ce qui finira par arriver. Pensez-vous que si c'est le cas, les Israéliens vont pouvoir retourner chez eux dans le nord du pays, ou bien vont-ils rencontrer le même genre de problème? Je pense que les Israéliens vont revenir vers eux. Ce sera, à mon avis, une partie de l'accord. Il n'y aura pas d'attaque en dehors du sud du Liban. La guerre, le conflit, restera limité à cette zone. Et ce sera une guerre de robots, une guerre de drones. On a d'ailleurs vu des évolutions très intéressantes du côté des capacités de défense aérienne du Hezbollah. Donc, même si je dis que la situation va redevenir à peu près comme elle était entre le 24 novembre et le 26 mars, je veux revenir sur ce que j'ai dit à propos de la zone de tir libre pour les Israéliens. En réalité, ce sera ça, leur règle d'engagement. Ils tueront qui ils veulent, mais leur liberté d'action ne sera plus du tout la même qu'avant, sous aucune forme. Les défenses aériennes du Hezbollah, qu'on commence d'ailleurs à voir à l'œuvre, seront utilisées pour abattre ces drones israéliens. Et on pourrait même voir le Hezbollah commencer à utiliser des drones de combat à vue directe. Vous savez, ces drones conçus pour aller détruire d'autres drones. Donc, je pense que c'est ce qu'on aurait potentiellement observé au-dessus du sud du Liban. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est terrible pour les habitants du sud du Liban. Pourquoi? Plus d'1 million de personnes qui vivent là-bas. Vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense malheureusement que c'est le compromis qui va être trouvé. Parce que selon moi, tout tir qui touche Israël servira de justification aux Israéliens pour frapper au-delà du sud du Liban. Et de la même manière, toute attaque israélienne au nord du sud du Liban servira de justification, non pas seulement à des attaques du Hezbollah dans le nord d'Israël, ce qui manque, mais aux Iraniens pour fermer sur le détroit d'Ormuz. Et je pense que c'est comme ça que les choses vont se passer. On est d'accord, ce sera une sorte de modus vivendi, si on veut. C'est pas ce que j'aimerais voir, et je ne crois pas que la plupart des Iraniens veuillent ça non plus. Les Libanais non plus d'ailleurs. Mais je pense que, fondamentalement, c'est l'accord qui finira par s'imposer. Et chacun pourra dire, d'un côté, qu'il y a une réalité, qu'on s'est retiré, ou de l'autre, non, non. On n'avait pas besoin d'être présent physiquement sur le terrain. On a la zone de sécurité, et on frappe le Hezbollah dès qu'il pointe le bout du nez, et ainsi de suite. Matt, est-ce que tu penses que Bibi Netanyahu est en train de perdre le pouvoir?
Vous savez, j'ai vu un sondage. Donald Trump a perdu 30% dans l'opinion publique israélienne. Je ne pense pas qu'il va devenir le prochain Premier ministre, comme il a dit qu'il pourrait le faire. Mais ce serait quelque chose, non? Je te le dis, Nima, si Donald Trump était une série sur Netflix, je regarderais chaque épisode. Je l'ai déjà dit, mais imagine un peu. La saison suivante, ce serait lui qui part en Israël pour devenir Premier ministre. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Je ne sais pas, enfin là tout de suite, j'ai un trou sur les chiffres de Netanyahou, mais il a clairement chuté en popularité. D'après les sondages que j'ai vus la semaine dernière, l'opinion publique israélienne considère cette guerre comme un échec. Et le leadership de Netanyahou est jugé très négativement sur à peu près tous les critères. Et je veux aussi dire que j'ai vu un sondage selon lequel Eisenkot battrait Netanyahou, qu'il deviendrait Premier ministre. Mais je ne suis pas sûr de la fiabilité de ce sondage. Je devrais vérifier ça. Mais clairement, cette situation a beaucoup nui à Benjamin Netanyahou. Il se retrouve dans une position où tout le pays semble uni contre la décision qu'il estime être contraint de prendre sous la pression des Américains. On verra si Donald Trump va vraiment exercer l'influence qu'il peut avoir sur Netanyahou pour servir ses propres intérêts. Trump n'a aucune loyauté envers le Parti républicain. Il n'en a pas non plus envers Israël. Il n'a aucune loyauté envers Myriam Adelson, ni envers les donateurs, surtout maintenant qu'il ne compte plus se représenter. La seule loyauté de Donald Trump, c'est envers lui-même. Et c'est pour ça qu'on pourrait voir les États-Unis utiliser réellement le pouvoir, le contrôle, l'influence qu'ils ont sur Israël. Comme l'a dit J.D. Vance, c'est nous, le partenaire principal ici. Eux, ce sont les partenaires juniors. Nous sommes la superpuissance. Donc vous voyez, cette relation un peu impériale entre un empire et ses vassaux pourrait bien être mise à nu à cause des caprices et des intérêts personnels de notre empereur un peu fou. Mais clairement, la pression sur Netanyahou est énorme. Les commentateurs israéliens répètent sans arrêt qu'ils n'ont jamais vu le public israélien aussi uni qu'il l'est aujourd'hui contre un cessez-le-feu ou contre la fin de la guerre au Liban. Et bien sûr, on comprend très bien la position de la coalition au pouvoir de Netanyahou sur tout ça. Les élections approchent. Elles auront lieu dans quelques mois. Mais imaginez si elles n'avaient pas lieu avant un an. Son gouvernement s'effondrerait si une telle décision allait de l'avant. Voici Matt, le tout dernier sondage rapporté par Event4 News. Il s'agit de plusieurs sondages de juin 2026. Ils indiquent que le bloc d'opposition de Bibi Netanyahou est soit en tête, soit en train d'atteindre le 61e siège nécessaire pour former un gouvernement sur 120. S'ils obtiennent ce 61e siège, eh bien ce sera, tu vois, une vraie surprise, non? Parce que la Knesset compte 120 sièges. Et d'après les sondages, l'opposition de Netanyahou en obtiendrait 61, voire plus. 61. C'est-à-dire, tu vois, on parle d'une toute petite majorité, non? Alors, quel groupe d'extrême droite, un peu fou, enfin tu sais, la coalition gouvernementale comprend déjà des groupes d'extrême droite, mais quel groupe marginal va maintenant arriver et se retrouver en position de faiseur de roi dans ce cas? Parce que tu vois, avec 61 sièges, ça veut dire que ces tout petits partis, ceux qui peuvent apporter 2 ou 3 sièges à la Knesset pour donner à Netanyahou ou à Bennett ou à un autre la fonction de Premier ministre, eh bien ils se retrouvent avec énormément de pouvoir. Et donc oui, what I think I'm doing a lot. Oui, enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout ça va à l'encontre de ce qu'est Netanyahou, profondément. L'idée de devoir se replier au Liban, de reculer parce que les Américains l'y obligent,
ce n'est pas seulement un problème politique pour lui, c'est aussi, j'imagine, quelque chose de très difficile sur le plan personnel. Netanyahou croit vraiment en ce qu'il fait. Il croit sincèrement à la nécessité d'un grand Israël. Que ce soit parce qu'il pense que c'est un ordre venu d'un livre écrit il y a 3000 ans par une sorte d'agent immobilier céleste, ou parce qu'il a cette vision d'Israël comme un État-nation qui a besoin de ses frontières, de ses zones de sécurité, de ses conquêtes. Donc oui, c'est quelque chose qui, pour Netanyahou, est profondément contraire à sa nature, aussi difficile que ce soit déjà politiquement pour lui. Matt, est-ce que tu vois une nouvelle architecture de sécurité se dessiner en Asie de l'Ouest, comme conséquence de la guerre avec l'Iran? Oui, je pense que oui, Nima. Je crois que c'est une sorte de déclinaison régionale du monde multipolaire, tu vois. On voit se former cet axe entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Peut-être que les Turcs vont s'y joindre, peut-être aussi les Qataris. Mais on voit en parallèle un autre axe entre les Émirats et l'Inde. On vient d'assister à une grosse vente d'armes entre ces deux pays. Et puis, il y a cette volonté très claire des Émiratis de renforcer leurs relations. Pas forcément de la poursuivre telle qu'elle, mais vraiment de s'engager davantage avec les Américains et les Israéliens. L'idée même qu'un pays arabe puisse célébrer ouvertement le fait que les Israéliens aient envoyé des troupes et des systèmes d'armes sur leur territoire, c'est impensable, non? Comment en est-on arrivé là? Et ça, c'est les Émiratis. Quant aux Égyptiens, d'après ce que j'ai lu, ils feraient partie de cet axe Israël, États-Unis, Émirats. Nous avons eu une réunion d'ailleurs, juste pour le mentionner, le même jour qu'un sommet, la deuxième série de négociations entre l'Iran et les États-Unis en Suisse. Ce même jour, les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, d'Arabie saoudite, de Turquie et du Pakistan se sont réunis au Caire. Ils ont parlé de la nouvelle architecture de sécurité et de la situation entre l'Iran et les États-Unis. Oui, d'accord. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ce qui me perturbe un peu avec les Égyptiens, c'est qu'ils avaient envoyé des escadrons de chasseurs aux Émiratis, tu vois? Donc, bon, mais oui, on voit bien cette structure se mettre en place. Et puis bien sûr, la question c'est, où va s'inscrire la structure de l'Iran dans tout ça? À l'échelle régionale, mais aussi mondiale. Et je crois que c'est vraiment la grande question pour moi. Qu'est-ce que l'Iran va faire maintenant? Ils ont cette position, ils ont gagné cette guerre, du moins pour l'instant. Mais leur situation aujourd'hui, comparée à il y a 4 mois, 1 an, 5 ans, c'est complètement différent. Alors, qu'est-ce que l'Iran en fait? Vous êtes une puissance mondiale maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Et comment, enfin, je ne veux pas dire imposer votre volonté. C'est pas exactement ce que je veux dire. Mais comment jouer ce rôle? C'est ça que j'ai envie de voir, ce que les Iraniens ont en tête pour ce nouveau statut, pour ce nouveau rôle qu'ils assument. Bien sûr, ils ont leurs propres préoccupations. Vous pourriez en parler bien mieux que moi, évidemment, mais ils ont des enjeux liés à la reconstruction et à bien d'autres choses. Et puis il y a cette question, comment vont-ils se positionner sur l'échiquier mondial en tant que puissance mondiale? On voit clairement un alignement d'États se dessiner. Je pense que les États-Unis, eux, se redéfinissent. Comment ils se retirent? À quoi ressemble l'Empire dans sa présence régionale? Je ne pense pas qu'il y ait de changement radical, mais avec le temps, on observe une réduction des forces américaines dans certains pays arabes, à l'exception de la Jordanie. Là, je pense que la présence reste constante. Je place la Jordanie dans cet axe, Émirats arabes unis, États-Unis, Israël. Mais, vous savez, je pense qu'on va clairement le voir. Tout ça dépend quand même de ce dont on vient de parler à propos de Donald Trump et d'Israël, et surtout de la sincérité
de l'engagement de cette administration américaine envers sa stratégie de sécurité nationale, publiée l'automne dernier. Cette stratégie ne prévoit pas un retrait complet du Moyen-Orient, mais plutôt un rôle réduit, une présence moins importante des États-Unis dans la région. Donc beaucoup de choses restent incertaines à cause de cette tension actuelle entre Washington et Israël, entre Trump et Netanyahou. Mais même en mettant ça de côté, comment les Américains comptent-ils avancer? Comment voient-ils leur présence? Et qu'espèrent-ils vraiment tirer de leur position au Moyen-Orient? Et bien sûr, encore une fois, il ne s'agit pas seulement de la Jordanie, mais aussi, tu sais, de ce qui se passe avec Trump et Netanyahou. Mais bon, si tout allait bien, je dirais que les États-Unis augmenteraient leur présence en Israël. Et puis évidemment, il faut voir comment la Syrie entre en jeu dans tout ça. On a tous remarqué, la semaine dernière, Donald Trump dire « Oui, j'ai dit à Bibi, laisse la Syrie envahir le Liban et s'en occuper. » Enfin, il n'a pas dit ça exactement, mais quelque chose dans cet esprit, l'idée d'utiliser la Syrie à ces fins-là. Donc oui, on verra bien, mais ce sont clairement des temps intéressants, vraiment intéressants. Je pense que le comportement d'Al-Jolani, du groupe HTS en Syrie, montre bien l'influence que la Turquie exerce dans le pays. Oui, c'est ça. Mais aussi les Saoudiens et les Qataris, bien sûr. Oui, c'est ça. Je veux dire, cette espèce de tir à la corde autour de Shara, parler d'un type qui doit rendre des comptes à combien de patrons différents, hein? Et puis, évidemment, les Turcs sont intéressants vu ce qu'ils ont traversé cette dernière année. Leur rejet constant par l'Union européenne, le fait d'être placés dans une position, disons, inconfortable entre la guerre Russie-Ukraine. Mais en même temps, ils sont prêts à... Enfin, j'ai vu ça. Ils cherchent à rejoindre les BRICS, je crois. Oui, la Turquie essayait, c'est ça? Bon, ils n'y sont pas entrés, mais peut-être comme partenaires ou avec un statut d'associé, quelque chose comme ça. Oui. Et je pense que pour les Turcs, avoir une relation avec les Saoudiens, et si les Qataris s'en mêlent aussi, l'économie turque, personne ne la célèbre vraiment, mais la force militaire turque, leur histoire, leur position dans la région, ça, c'est certain, c'est quelque chose. Je pense que si on regarde ces axes, ces blocs, ils se complètent les uns les autres. Je pense qu'on arrive à un point où quand on voit comment va l'économie en Turquie et en Iran, je me souviens que la livre turque valait quelque chose comme $1,40 pour $1 américain. $1, c'était 1,4, 1,49, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, c'est juste incroyable la différence. Je ne sais pas quel est le dernier taux de change, mais celui dont je parle, c'était en 2009 ou 2010 à peu près. Et aujourd'hui, franchement, c'est incroyable. La dernière fois, c'était $1 pour 17 livres turcs. En Turquie, ils appellent ça le télé. Eh bien mince, une livre turque vaut à peine 2 centimes américains aujourd'hui. Donc en gros, oui. Oui, Je ne sais pas vraiment quel serait leur plan, mais ça n'influence pas tant que ça la puissance militaire d'ailleurs. Vous savez, on dit $1 américain vaut 46 ou 47. donc, vous disiez qu'en 2010, c'était 1,4, c'est bien ça? Vous imaginez vivre ça? En tant qu'Américain, c'est très difficile de comprendre une telle dévaluation de sa monnaie. Non? On en a eu un aperçu avec l'inflation de ces dernières années. Et d'ailleurs, le New York Times a reconnu, il y a à peine quelques semaines, que le pouvoir d'achat du dollar américain avait chuté de 30% sur les 6 dernières années. Le Times, bien sûr, qui depuis des années publie tribune sur tribune, articles, analyses, pour expliquer à tout le monde que non, l'économie ne va pas mal. C'est juste qu'on ne comprend pas comment elle fonctionne. Alors le fait que le Times ait publié quelque chose comme ça, confirmant ce que tout le monde sait déjà,
que notre dollar ne vaut plus autant qu'avant, c'est quand même frappant. Mais malgré tout, ça n'a rien à voir avec ce dont vous parlez ici. Non, ce n'est rien. Et c'est pour ça que je pense qu'une des principales raisons pour lesquelles ils se tournent vers les BRICS, c'est qu'ils veulent, d'une manière ou d'une autre, stabiliser la situation économique en Turquie. Mais ça n'influence pas tellement la puissance militaire de la Turquie. Parce que la Turquie, comme vous l'avez dit, c'est la deuxième armée la plus importante de l'OTAN après les États-Unis. Et puis il y avait l'Ukraine. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, mais elle en faisait, d'une certaine façon, partie de fait. Et le complexe militaro-industriel turc, parce qu'ils en ont un aussi, est plutôt bien considéré. Leur technologie de drone est à la pointe depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Quand l'Azerbaïdjan a vaincu l'Arménie à l'été 2020, c'était des drones turcs qu'ils utilisaient, tu vois. Donc clairement, les Turcs apportent une certaine parité à un bloc émergent, un peu comme le font aussi les Pakistanais. L'armée pakistanaise, on a vu ses performances l'an dernier face à l'Inde, a très bien opéré, en utilisant d'ailleurs beaucoup d'équipements chinois. Et puis les Pakistanais ont même l'arme nucléaire. Mais il y a une autre question, Nima. Je ne sais pas si ça renforce un bloc ou si au contraire, ça le fragilise. Parce que si chacun a ses ambitions, est-ce que tous ces acteurs peuvent vraiment cohabiter dans la même pièce? Est-ce qu'Erdogan, MBS et le maréchal Munir peuvent vraiment s'asseoir ensemble dans la même pièce? Ou bien ont-ils des ambitions trop grandes pour faire partie du même bloc, du même axe? Vous savez, j'aimerais que ce soit une émission télé, parce que tout ça est passionnant. Et cette idée qu'un monde multipolaire pourrait apporter de la stabilité, eh bien, il pourrait aussi apporter une grande instabilité. Surtout quand on parle, en fait, de ce dont il est question ici, la manière dont l'équilibre des puissances se met en place entre différents pays, entre différentes organisations comme les BRICS, ou entre différents blocs, disons un bloc saoudo-pakistano-turc. Donc oui, il y a là une vraie possibilité de stabilité, mais aussi énormément de possibilités pour le contraire. Oui. Matt, en regardant le protocole d'accord, on parle du premier point. Tu as mentionné le cas du Liban. Comment vois-tu la situation du Liban dans l'avenir? En passant aux autres clauses du protocole, on voit la question des avoirs iraniens gelés. On voit aussi le programme nucléaire iranien. Et d'une certaine manière, ils essaient de parler d'inspecteurs qui iraient en Iran pour visiter les sites nucléaires. Pour l'instant, Donald Trump dit que nous les envoyons, mais du côté iranien, rien de tout ça. Moi, je dis non, ça n'arrive pas. Oui. Et ça, c'est lié aux sanctions contre l'économie iranienne. Les sanctions de l'AIEA, celles du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que les sanctions primaires et secondaires qui dépendent en grande partie du Congrès américain. Je ne sais pas si Donald Trump serait capable de faire quoi que ce soit sur ce plan-là. Oui, le président peut accorder des dérogations aux sanctions. On vient d'en voir un exemple, non? Il y a seulement quelques jours, le département du Trésor américain a accordé une dérogation de 60 jours à l'Iran pour exporter du pétrole, des produits pétrochimiques, et ainsi de suite. C'est la même chose que ce que le gouvernement américain avait fait en mars, quand il avait déjà autorisé l'Iran à exporter. Et une dérogation similaire vient tout juste d'expirer pour la Russie, après environ 3 mois. Je ne crois pas qu'elle ait été renouvelée. En tout cas, je n'ai rien vu à ce sujet, donc j'imagine qu'elle a expiré. Mais, vous savez, le président a le pouvoir de suspendre temporairement les sanctions. En revanche, pour les lever complètement, il faut l'accord du Congrès, parce que ces sanctions ont été instaurées par la loi du Congrès des États-Unis.
Donc, ça demande, vous savez, et que ce soit possible ou non, je pense que c'est très très douteux entre les néoconservateurs, les sionistes et le Parti démocrate. À mon avis, ce serait très difficile de faire lever ces sanctions. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'aura peut-être jamais de véritable accord négocié. On risque simplement d'avoir ce protocole d'accord qui existe en quelque sorte de manière informelle. Enfin, je suppose qu'il est formel, puisqu'ils l'ont ratifié, ils l'ont signé, mais on n'a jamais atteint cet accord final. Du coup, tout reste toujours à l'état d'intention. Mais le pétrole, le gaz, les produits pétrochimiques et tous les autres sous-produits et dérivés de l'industrie du pétrole et du gaz au Moyen-Orient ou dans le Golfe Persique continuent de circuler. Les navires repartent, d'autres reviennent. Et c'est quelque chose avec lequel cette administration et l'Iran peuvent vivre, quelque chose qu'ils peuvent imposer aux Israéliens. Et je pense que ce sera peut-être le mieux qu'on puisse espérer, et que ça pourrait ressembler à ça pendant les 2 ans et demi à venir. Parce que oui, cette question des sanctions, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on s'y prend vraiment? Enfin, tout le reste, les avoirs gelés, ça, le président peut le gérer. Mais les sanctions, les lever de façon permanente, qu'il s'agisse des sanctions américaines, comme vous le disiez, ou des sanctions de l'ONU. Eh bien, les Américains peuvent aussi faire passer les sanctions de l'ONU, sauf si les Français ou les Britanniques y opposent leur veto. Franchement, je n'y crois pas, et je serais très surpris que ça arrive. Je ne pense pas que le Conseil de sécurité de l'ONU va remettre en cause la levée des sanctions. Les Européens font entendre qu'ils veulent un vrai protocole d'inspection, quelque chose qui ressemble à l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, avec des détails précis. Mais au final, je ne crois pas que les Français ou les Britanniques s'y opposeraient. À mon avis, ils s'abstiendraient. Je ne pense pas qu'ils bloqueraient les États-Unis dans leur volonté de faire lever les sanctions de l'ONU. Mais on pourrait alors se retrouver dans une situation où les sanctions de l'ONU disparaissent et où il ne reste que les sanctions américaines, celles pour lesquelles le président accorde régulièrement des dérogations. Et là, je ne sais pas combien de temps il pourra continuer à le faire, ni à quel point ce serait vraiment efficace. Matt, avant de passer en direct, on parlait de la situation à New York. Et tu disais qu'il y avait une sorte de conflit en cours. On en avait déjà parlé, tu te souviens, pendant l'élection présidentielle. Kamala Harris, une des principales raisons pour lesquelles elle a perdu une partie de l'aile progressiste du Parti démocrate, c'est que ces gens-là, en gros, soutenaient le peuple palestinien. Et comme Kamala Harris n'a pas changé sa politique vis-à-vis d'Israël, eh bien, ses électeurs n'étaient pas contents. Ils n'ont pas voté pour elle. Et maintenant, on voit apparaître un nouveau mouvement au sein du Parti démocrate, avec un candidat soutenu par... Enfin, ils sont en train de perdre du terrain. C'était une primaire, comme vous l'avez dit. Mais c'était un raz de marée. Pas juste une victoire de courte marge, non. Un vrai raz de marée. Et ça veut dire quelque chose. C'est un aspect de l'histoire. De l'autre côté, on voit des gens comme Tucker Carlson dire « Moi, je ne vais plus voter pour le Parti républicain. Je m'en fiche. J'ai toujours voté pour eux. D'accord ?» 35 ans, il a dit. Je les ai soutenus pendant 35 ans. Oui. Et aujourd'hui, il n'est plus prêt à le faire. Comment vous voyez ces changements qui se produisent? Pour moi, ce sont de petits changements si on regarde le tableau d'ensemble. Mais ils sont importants parce que le mur commence à s'effriter. Ça ne veut pas dire qu'il va s'effondrer, mais on voit bien les fissures apparaître. Et ces fissures sont vraiment importantes. Oui, c'est ça, la réalité de l'opinion publique aux États-Unis. Voilà où en est le public. 60% des Américains ont une opinion négative d'Israël.
Les seuls aux États-Unis qui ont une opinion positive d'Israël, ce sont les républicains les plus âgés. Et c'est tout. Tous les autres groupes démographiques sont, soit majoritairement, soit en grande partie, contre Israël. Donc vous voyez, que ce soit à New York ou dans les milieux républicains, surtout en ligne, on n'a pas vu les républicains sur ce sujet changer réellement leur politique. Je pense qu'on a vu quelques signes dans certaines élections législatives locales. Mais globalement, il n'y a eu en fait aucun vrai changement politique du côté républicain. Et bien sûr, l'exemple de Thomas Massie et des 30 millions de dollars dépensés pour le faire sortir du Congrès montre bien la solidité des républicains, au moins au niveau national. Mais il faut se rappeler que la campagne de Thomas Massie, enfin, il faut revenir sur ce point. La campagne de Thomas Massie, en fait, c'était pour moitié une question liée à Israël. Mais l'autre moitié, c'était surtout le fait que Donald Trump était vraiment furieux contre lui. Trump était très en colère contre Thomas Massie, pas seulement à cause de sujets de politique étrangère, mais aussi pour des affaires intérieures, et surtout à cause de l'affaire Epstein. Alors maintenant, la question, c'est que se passe-t-il si on assiste vraiment à une division? Et c'était pareil avec Marjorie Taylor Greene. Et Marjorie Taylor Greene aussi, exactement. Et si on se retrouve maintenant avec une fracture entre les États-Unis et Israël, entre Trump et Netanyahou, pour le dire de façon plus personnelle, qu'est-ce qui se passe alors? Et est-ce qu'il y a, au sein des républicains, une division entre Marco Rubio et J.D. Vance pour l'élection de 2028? Est-ce que c'est à cause de l'accord avec l'Iran ou d'un traité de paix? Quelle que soit cette affaire, est-ce que ce sera ça qui divisera les républicains dans la course à l'investiture du parti en 2028? Est-ce qu'on aura J.D. Vance avec le slogan « America First », un président America First, et Marco Rubio, lui, soutenu par les néoconservateurs, les sionistes et les anti-Trump? C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça qu'ils vont se positionner. Enfin, on le voit bien, rien qu'en regardant les 2 dernières semaines, la façon dont tout ça s'est déroulé. Pour les démocrates, cette victoire des candidats pro-palestiniens à New York, je pense que ça montre clairement la réalité démographique du Parti démocrate. Peu importe combien d'argent on met derrière ces candidats, peu importe le nombre de soutiens de célébrités ou de figures de l'establishment, peu importe même la manière dont les présentateurs de MSNBC parlent mal des candidats pro-palestiniens, ça ne change rien. Le basculement est là. C'est un sujet qui, pour le Parti démocrate, est désormais tranché. Le Parti démocrate ne va plus s'aligner sur Israël, sauf peut-être au sein de sa direction et de ses membres les plus âgés et les plus corrompus. Donc pour le Parti démocrate, la vraie question, c'est combien de temps il faudra avant que cette gérontocratie bien installée disparaisse. Enfin, pas tous sont vieux, hein. Prenez quelqu'un comme Hakeem Jeffries. Mais Hakeem Jeffries, lui, il s'adapte au vent, juste pour garder son pouvoir. Alors, combien de temps encore avant que les Pelosi, les Schumer, les Hoyer, tout ce monde-là s'en aille? Et à ce moment-là, le Comité national démocrate finira par être renversé. Et c'est une ligne pro-palestinienne que le Parti démocrate adoptera. Je veux dire, je pense que ça ne se fera pas en 2028. À mon avis, en 2028, les démocrates auront un candidat sioniste, que ce soit Harris, Newsom, Whitmer, Buttigieg, ou Dieu sait quel autre candidat épouvantable ils vont présenter. Mais peut-être qu'en 2032, puis en 2036, là les choses bougeront. Donc je pense que ce qu'on voit ici, c'est la réalité. À un moment donné, quand il y a un changement démographique de ce type, ça prend du temps. Mais au fil des années, on finit par en voir les effets sur le plan politique. Maintenant, il y aura toujours une contre-révolution. Alors, la question, c'est que va faire le Parti démocrate? Je parle du Parti démocrate de Washington, du Comité national démocrate,
et de toutes ses branches subordonnées. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour arrêter ça? Qu'est-ce qu'ils vont refaire? Et à quoi vont ressembler leurs efforts contre-révolutionnaires? Et on a déjà vu ça, et ça a eu un certain succès. Je veux dire, l'une des choses dont on parlait, c'est que ces 3 candidats progressistes, dont 2 soutenus par les socialistes démocrates d'Amérique, ont gagné à New York. Alexandria Ocasio-Cortez, qui vient de New York et qu'on considère comme la candidate progressiste la plus en vue pour la présidentielle de 2028, n'a soutenu aucun de ces candidats. Alors, si vous êtes progressiste, ou démocrate de gauche, ou même démocrate libéral, et que vous voyez qu'Ocasio-Cortez n'a pas apporté son soutien à ces candidats, eh bien ça montre à quel point son image est artificielle, qu'elle joue simplement un rôle. Donc oui, le Parti démocrate va aussi se retrouver avec ce genre de problème, notamment en matière de confiance, non? Et quand on regarde les gens qui soutiennent tout ça, c'est pour ça que même si l'économie part complètement en vrille aux États-Unis, qu'il y a l'affaire Epstein, que le gouvernement fédéral envoie des sortes de polices secrètes un peu partout dans le pays, et qu'on a cette guerre absurde et stupide en cours, eh bien, dans les sondages génériques, démocrates et républicains sont à peu près à égalité dans l'opinion publique. Et là, on se demande, comment c'est possible? Comment se fait-il que les démocrates ne soient pas à plus 10 ou plus 12 points dans ces sondages? Eh bien, ils ne le sont pas, parce qu'ils sont nuls. Donc voilà, je pense qu'on va voir un changement, mais pas tout de suite. Il faudra encore un peu de temps. Bon, je dois vraiment y aller. Oui. Merci beaucoup, Nima. Je t'apprécie. Thank you. Merci beaucoup, Matthew, d'être avec nous aujourd'hui.